Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous restez avec nous. On ouvre à présent notre page politique et nous accueillons ce soir Daniel Simonet. Bonsoir. Bonsoir. Député NFP Lapré, écologiste et social de Paris. Frédéric Petit, bonsoir. Bonsoir. Député Les Démocrates des Français établis hors de France pour la zone Allemagne, Europe centrale et Balkans. Merci d'être avec nous. Et puis Pierre-Yves Bournazel nous a rejoint. Bonsoir. Conseiller de Paris et secrétaire général du parti Horizon. Yannick Halimi est avec moi ce soir. Bonsoir, éditorialiste politique pour France Info. Emmanuel Macron propose donc ce soir de nommer l'ancien président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, l'un de ses proches, pour remplacer Laurent Fabius comme président du Conseil constitutionnel, le fameux Conseil des sages qui se prononce notamment sur la conformité des lois à la Constitution. Alors cette probable nomination suscite des critiques. Ma première question est simple, est-ce que c'est selon vous le bon profil ? Écoutez, j'étais député lorsque Richard Ferrand était président de l'Assemblée nationale et ce qui m'avait marqué, c'est que Richard Ferrand était un vrai président de l'Assemblée nationale, au-dessus des contingences partisanes. Et d'ailleurs, il était très respecté de tous les groupes politiques à l'époque, entre 2018 et 2022, lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que c'est un ami du président, il l'a soutenu très tôt, mais c'est un homme assez libre et assez critique aussi sur les politiques du président de la République. À plusieurs reprises, il a exprimé son propre point de vue. C'est un grand républicain. Quand on était président de l'Assemblée nationale, on a été le 4e personnage de l'État. Et moi, je crois que ça compte d'être un grand républicain. Et d'ailleurs, Robert Badinter, on malheureusement commémoré un an de son départ hier, il nous a quittés il y a un an, disait qu'au Conseil constitutionnel, il faut aller nommer de grands républicains plutôt qu'un énième juriste. Qu'est-ce qui vous gêne dans cette proposition ? Le fait que ce soit un proche d'Emmanuel Macron, c'est pas inhabituel pour ce genre pour ce poste-là en question. Mais tout me choque en fait, parce qu'on est déjà face à Emmanuel Macron, on est face à un président de la République qui use et abuse de tous les rouages de la Ve République et d'une concentration des pouvoirs qui est déjà énorme. Avec cette proposition de nomination, on se retrouve avec un fidèle des fidèles, par ailleurs qui a perdu les élections, donc on voit le recyclage des perdants. Et puis on a un profil qui n'a pas la compétence juridique, qui sera tout sauf impartial, qui par ailleurs... Alors qu'est-ce qui vous fait dire ça, tout sauf impartial ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Parce qu'il a toujours été fidèle d'Emmanuel Macron. Souvenez-vous, il avait quand même laissé entendre que finalement, une réforme constitutionnelle pour permettre une réélection à nouveau d'Emmanuel Macron, ça avait quand même suscité beaucoup de contestations à l'époque. Il avait dû se repédaler en arrière. Et puis on n'oublie pas aussi l'affaire des mutuelles de Bretagne, où finalement, Monsieur Ferrand, en fait, a bénéficié d'un non-lieu simplement du fait de la prescription. Donc ça fait quand même... beaucoup, voilà, donc non. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin, plus que jamais, d'une assemblée constituante. On porte au niveau de mon groupe, les écologistes et sociales, et puis de mon mouvement, l'Association pour la République écologique et sociale, cette idée qu'il faut une assemblée constituante pour redéfinir les règles du jeu. Parce que c'est pas possible d'avoir autant de pouvoir concentré sur le président de la République, et on n'a pas besoin d'un conseil constitutionnel qui lui soit à ce point-là lié, où en fin de compte on n'aura plus que 2 juristes sur les 9. Donc je veux dire, c'est un vrai problème. Voilà, donc il faudrait une 6e République, ça devient vraiment urgent. Pardon, s'il n'y en a que 2, ça prouve bien que M. Ferrand n'est pas le seul à ne pas avoir les compétences que les uns et les autres. Ça n'enlève rien au problème. En matière juridique, oui, mais pour le coup, M. Ferrand n'y est pour rien dans tout ça. Frédéric Petit, juste... Quand on a été législateur et président de l'Assemblée nationale, on a des compétences juridiques parce que pendant des années, on a fait la loi. Oui, enfin, il a porté quoi, deux textes de loi, je crois. Voilà, enfin, je veux dire, non, c'est pas... Alors, il y a quand même une question qui se pose ce soir et qui revient avec insistance parmi ceux qui s'opposent à cette proposition. Question sur l'indépendance de cette instance avec la nomination d'un proche du chef de l'État. Qu'est-ce que vous en dites ? Oui, le chef de l'État n'en nomme que 3 sur 9. Il y en a 6 autres qui ne sont pas nommés par lui, qui ont été nommés. C'est décalé. C'est une instance dont on a l'habitude. Cette instance renouvelée par tiers par les 3 personnages importants de l'État. Voilà, moi je pense qu'il faut qu'on apprenne en France à être en désaccord sans en faire systématiquement un scandale. Voilà, c'est normal que qui que ce soit que le président ait choisi, ça aura énervé ses adversaires. Qui que ce soit que monsieur le président du Sénat, que monsieur Larcher ait choisi, ça aura énervé ses adversaires. Je ne sais pas si un haut fonctionnaire de plus, même s'il est plus juriste qu'un ancien président de l'Assemblée nationale, est meilleur ou moins. On parle de constitution, là, on ne parle pas d'arcane juridique. Il faut quand même s'élever un peu. Il y a une membre de ce Conseil constitutionnel pour qui moi j'ai beaucoup d'affection et de respect et qui je pense est assez brillante dans cette nouvelle fonction pour elle. C'est une prof d'histoire géo.
qui fait bien le job, qui a une histoire qui fait qu'elle peut parler de la Constitution française, c'est Jacqueline Gouraud. Voilà, donc je trouve que c'est un peu fatigant de voir que dans notre République qui petit à petit marche quand même, on remet en cause et on fait comme si Macron avait mis la main sur le Conseil constitutionnel en nommant un ancien président. J'ai encore une petite phrase à dire, parce que vous savez, moi j'ai toujours un petit peu de hauteur. Il y a quand même un pays dont j'entends peu de gens, à part quelques députés dont moi, s'affoler, qui vient de nommer président de la République Escalité, un ancien avant-centre de l'équipe nationale de foot. C'est la Géorgie. Voilà. On n'entend pas beaucoup des gens se poser des problèmes sur ce genre de choses, à part ceux qui nous disent que finalement il y a eu des élections. Donc je pense qu'il faut prendre un peu de recul. Nous avons une constitution qui est ce qu'elle est. Elle a certainement besoin d'être toilettée, mais il faut arrêter en France de considérer que quand on n'est pas d'accord, ce qui est normal et même vital en démocratie, c'est qu'il y a un scandale quelque part. On peut être d'accord et calme. Yannick, pourquoi ce choix il est aussi sensible ? Il est très sensible déjà pour toutes les raisons que les uns et les autres viennent d'égrener, c'est-à-dire un très proche du président de la République, mais moi j'ai envie de dire, et vous le disiez vous-même, c'est pas le seul, c'est l'essence même de la nomination par le président de la République. C'était le cas de Robert Badinter avec monsieur Mitterrand, le cas aussi de monsieur Fabius également, et de monsieur Juppé avec et de monsieur Debré, pardon, avec monsieur Chirac. Donc, mais bon, c'est vrai que c'est un très proche. Deuxièmement, les compétences, on en a parlé, on peut être plus juriste que ça, sauf que le Conseil constitutionnel assume les nominations ont été assumées comme étant en partie juridiques et en partie politiques. Et même Alain Juppé lui-même, alors on peut ne pas être d'accord avec Alain Juppé, estime que heureusement que toutes les candidatures ne sont pas d'ordre juridique au sein du Conseil constitutionnel, sinon ce serait la catastrophe. Mais alors, dernier point, pardon, là, je réponds très directement à votre question, c'est d'autant plus sensible aujourd'hui, c'est que, pour deux raisons, le Conseil constitutionnel est contesté dans sa raison d'être par des partis très caractérisés, qui sont à droite, à l'extrême droite, et notamment par Marine Le Pen, qui n'hésite pas à remettre en cause la hiérarchie du droit et, à la limite, en tout cas, potentiellement, je dis bien, les libertés publiques, et puis aussi le fait que le Conseil constitutionnel a été saisi de la décision d'inéligibilité du tribunal à propos de Marine Le Pen, et qui va devoir être amené à trancher sur cette mesure-là, qui, dans un sens comme d'un autre, de toute façon, aura une conséquence sur l'élection présidentielle, puisque Madame Le Pen est évidemment candidate, et que, en ce sens-là, eh ben, cette nomination, d'ailleurs comme toutes les autres, et quelle qu'elle ait pu être d'ailleurs, il aurait fallu peut-être que Monsieur Macron nomme un proche du Rassemblement national pour qu'elle soit jugée non politique, cette décision. Mais enfin voilà, c'est parce qu'il y a essentiellement cette décision relative à Marine Le Pen qui fait qu'aujourd'hui on en parle beaucoup plus que les années précédentes. Alors aujourd'hui, on le rappelle, c'est le chef de l'État qui nomme. Je voudrais vous faire réagir sur cette proposition de loi déposée par les députés communistes qui vise à encadrer les nominations des membres du Conseil constitutionnel pour, je cite, renforcer l'indépendance de cette juridiction. Ma prochaine question est donc la suivante. Est-ce que selon vous, il faut revoir les conditions de nomination des membres du Conseil constitutionnel ? Le groupe communiste est dans son droit de présenter une proposition de loi. Elle sera débattue à l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale est souveraine. Ce que je crois, c'est que Robert Badinter était un homme socialiste, profondément engagé, mais c'était un homme de conviction qui avait de solides convictions républicaines. Jean-Louis Debré était RPR, égoliste, chiracien, mais il avait des convictions républicaines. Laurent Fabius était socialiste, mais il a de solides convictions républicaines et il a défendu l'état de droit. Vous savez, le mandat qui vous est confié pendant 9 ans, la fonction que vous occupez pendant 9 ans au Conseil constitutionnel vous oblige. Et c'est le caractère et le tempérament des femmes et des hommes qui comptent. C'est leur liberté de ton et leur indépendance d'esprit vis-à-vis du pouvoir qui compte. Et j'ai vu Richard Ferrand comme président de l'Assemblée nationale, comme député, et j'ai pas vu un président de l'Assemblée nationale macroniste. J'ai vu un vrai président de l'Assemblée nationale qui tensait aussi bien les macronistes que l'opposition LFI ou l'opposition LR à l'époque. J'ai vu un président de l'Assemblée nationale qui était capable de rendre dans ses discours hommage à des personnalités de gauche comme de droite. J'ai vu un président de l'Assemblée nationale à l'époque, qui défendait la séparation des pouvoirs, qui contestait l'exécutif, alors qu'il était issu de cette majorité, parce que son caractère était plutôt un caractère d'homme libre et indépendant d'esprit. Et donc je pense qu'au Conseil constitutionnel,
au fond, il sera un grand républicain parce qu'il a été président de l'Assemblée nationale, 4e personnage de l'État, et que de toute façon, il aura affaire aussi à d'autres membres du Conseil constitutionnel qui auront été nommés par d'autres personnes, président du Sénat et président de l'Assemblée nationale. Mais ce qui est intéressant dans cette proposition de loi des communistes, c'est qu'elle nous dit qu'il faut exiger des candidats des compétences et des expériences reconnues en matière juridique. Oui. C'est un point qui, en tout cas, fait débat, et c'est une critique qui est amenée ce soir. Danielle Simonet. Oui, moi je trouve que leur proposition de loi est intéressante en cela, puisqu'il s'agit de dire que pour être au Conseil constitutionnel, il faut quand même qu'il y ait une majorité qui soit issue du corps universitaire de droit ou bien de juridiction. Et je pense que c'est compréhensible. Aujourd'hui, la communauté universitaire en droit est très choquée par cette annonce. Ça ne fait pas du tout l'unanimité, bien au contraire, ça fait plutôt l'unanimité contre. Bon. Mais après, moi, je dirais quand même plus globalement, on a un vrai problème de crise de régime. On n'est pas simplement dans une situation de crise politique, on est vraiment dans une crise de régime. Et là, je pense que ce qui est important face à la crise que nous connaissons, il y a la crise des institutions, c'est qu'on puisse redemander aux citoyennes et aux citoyens de redéfinir nos règles du jeu. Il faut une assemblée constituante qui permette aux citoyennes et aux citoyens d'élire des représentants dont l'unique tâche, et des représentants qui n'aient pas d'autre mandat et qui n'aient pas eu d'autre mandat, dont l'unique tâche soit d'être de réfléchir à redéposer les bases d'une 6e République, et que ce projet ensuite puisse être soumis à référendum. Je pense qu'il faut le faire avant la prochaine élection présidentielle. Moi, j'alerte tout le monde. On est face à une menace qui m'inquiète énormément, qui est la possibilité de victoire de Marine Le Pen. Et une Marine Le Pen avec les institutions de la 5e République, c'est un véritable danger pour l'ensemble de nos libertés fondamentales et notre démocratie. Donc il est plus que temps d'enclencher ce processus constituant. Les membres du Conseil constitutionnel doivent être des experts juridiques. Ça ne vous paraît pas pertinent comme idée ? Non, je pense que ça doit être des experts de la République, des experts de comment ça marche. Le judiciaire n'est pas le seul pouvoir en France. Je suis assez réservé par rapport à ça. Par contre, je suis, encore une fois, je suis un peu fatigué de faire ces tempêtes dans un verre d'eau. Je crois que les urgences qu'on va avoir, c'est pas de faire de la 6e République dans notre démocratie ici. Les urgences qu'on va avoir, c'est que nos démocraties vont être attaquées et il va falloir qu'elles résistent à un mouvement qui est un mouvement... C'est même plus de la politique spectacle, il y a même plus de politique, c'est du spectacle, et on est entraîné là-dedans. Et à se concentrer, excusez-moi, mais sur des sujets qui sont extrêmement franco-français, sur des institutions qui sont quand même relativement enviables dès qu'on est un petit peu ailleurs et dès qu'on sort un petit peu dès qu'on passe le Rhin et l'océan. Je trouve ça un peu exagéré, voilà, Jannick, pour le dire simplement. Un mot très rapidement. Je ne suis pas sûr qu'on soit dans une crise de régime parce que les institutions, aussi chahutées soient-elles, montrent au contraire leur souplesse, leur flexibilité, leur adaptabilité. En revanche, je suis pas totalement d'accord avec monsieur parce que justement, et comme vous le disiez également, les institutions républicaines et la hiérarchie des droits risquent d'être menacées en France. Elles ne le sont pas encore totalement, elles le sont dans des pays très très proches. Mais c'est pour cette raison qu'une institution comme le Conseil constitutionnel, qui est effectivement sous les foudres très souvent, et les critiques, je le rappelle, de Marine Le Pen notamment, cette institution doit être au-dessus de tout soupçon. Et moi, je pense... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Très bien. Mais je pense que ça passe quand même par une certaine révision, notamment des règles de nomination. Alors moi, je ne pense pas qu'il faille que des juristes ou quoi que ce soit. Par contre, qu'on supprime l'arbitraire, parce que c'est un arbitraire des 3 personnalités de l'État, qui sont le président de la République et 2 présidents des chambres, qui ont le seul pouvoir de nommer de façon discrétionnaire. Oui, enfin... je pense que ça peut passer par des listes, des candidats qui, par exemple, qui se déclarent, qui s'inscrivent, et après, qui ait un choix au moins plus ouvert et plus transparent. Ça rendrait de la légitimité à cette institution. On oublie quand même un passage devant le Parlement. Le président du Conseil constitutionnel peut se faire recaler par le Parlement. Il faut l'aval des 3/5 du Parlement. Mais la tendance... il faut l'aval des 3/5 pour le mettre dehors. Donc, je veux dire, il y a quand même des institutions peut-être imparfaites, qu'on peut travailler. Je ne suis pas sûr que ce soit l'urgence de la France ni de la démocratie aujourd'hui de réviser les règles de la nomination du Conseil constitutionnel français. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les universitaires et je pense que c'est bien aussi de nommer des universitaires, des spécialistes de droit constitutionnel au Conseil constitutionnel, mais ils ont aussi des avis politiques. Ils ont aussi des opinions. Elles sont moins connues du grand public,
mais ils sont souvent des électeurs de la gauche ou de la droite. Et donc, ce qui compte, c'est le caractère de tempérament, ou du centre, évidemment. Vous avez un caractère, un tempérament pour être libre et avoir du recul par rapport à la fonction que vous occupez. C'est ça qui compte. Et si vous avez cet état d'esprit, je crois que Richard Ferrand, là, parce que je l'ai vu comme président de l'Assemblée nationale, agir ainsi, vous n'êtes pas là pour défendre vos convictions politiques, vous êtes là pour protéger l'essentiel, c'est-à-dire les libertés publiques, protéger la hiérarchie des normes et faire en sorte de vérifier la conformité des lois par rapport à la Constitution. Je voudrais qu'on évoque à présent l'autre temps fort du jour. Paris, capitale de l'intelligence artificielle, depuis ce matin et jusqu'à demain. Alors vous le savez, hier, Emmanuel Macron a annoncé un plan de 109 milliards d'euros dans les prochaines années. Et aujourd'hui, il a appelé, je cite, à un sursaut de l'Europe pour rattraper son retard dans le secteur, principalement, vous le savez, avec les États-Unis. On écoute le chef de l'État. Donc nous, en tant que Français européens, on veut accélérer et on veut réduire l'écart. C'est ce qu'on est en train de faire avec ces 109 milliards. On veut prendre des textes, prendre des mesures pour aller de plus en plus vite. Mais à côté de ça, on veut le faire au service d'un modèle qui est le nôtre. Et donc on va continuer de défendre le droit d'auteur, les droits voisins. On va continuer de préserver la créativité humaine. Et tout ça, ce seront des assistants qui nous permettent d'aller plus vite. Mais pas quelque chose qui, en quelque sorte, nous conduit à renoncer au monde auquel on croit. Et on continuera de protéger nos enfants, nos adolescents. On continuera de développer les valeurs qui sont les nôtres. Daniel Simonet. Ah mais ça m'insupporte ce discours parce que il nous fait une belle com là. Oui. Mais franchement, quel est le pays qui a essayé de torpiller au niveau des institutions européennes Intelligence Artificielle Act? C'est la France. Il y avait une volonté de réguler et c'est la France qui a totalement édulcoré la réglementation à l'échelle européenne. Comme d'ailleurs, c'est aussi la France d'Emmanuel Macron qui avait essayé de torpiller la directive sur la présomption de salariat contre l'ubérisation. Donc on est avec un Emmanuel Macron qui est vraiment le VRP des grosses entreprises de l'intelligence artificielle, comme il l'est des plateformes du numérique. Et les vrais sujets, qu'en est-il de nos libertés fondamentales? Qu'en est-il de nos emplois, de nos métiers? Qu'en est-il de nos droits de nos acteurs? Mais pour vous, l'IA, c'est un progrès ou un danger? Mais vous savez, c'est comment dire, c'est une révolution industrielle énorme, très conséquente, qui donc impose de poser la question de nos régulations. Voilà. Quels sont les droits des travailleurs dans chaque collectif de travail sur l'usage qui est fait de l'intelligence artificielle? Quelle est la réflexion dans la société sur comment est-ce qu'on protège nos libertés fondamentales face à une société de la surveillance généralisée avec l'intelligence artificielle? Quelles sont les conséquences écologiques des méga data centers là-dessus? Est-ce que tous ces débats sont abordés? Non. C'est le business, le business, le business, et en plus, sans même la moindre réflexion de la souveraineté nationale, puisqu'il s'agit d'investisseurs privés pour le privé. Souvenez-vous quand même, moi il y a un scandale aussi dans tout ça. Cédric O, il était secrétaire d'État du numérique de 2021 à 2023. Il a cofondé Mistral, c'est Mistral AI, je crois, je sais pas comment, si on prononce comme ça ou autrement. 3 semaines après, la BPI lui donnait 100 millions d'euros. L'entreprise valorisait à 20 milliards pour finalement quelqu'un qui avait bien misé bien peu. On se retrouve avec une course de vitesse, où des grandes entreprises privées, ont la main sur quelque chose d'énorme, sans aucun contrôle démocratique, sans aucune souveraineté nationale préservée. C'est extrêmement grave. Quand vous voyez que dans le même temps, des Elon Musk soutiennent Trump, font des saluts nazis et sont prêts à partir en campagne pour faire gagner l'extrême droite, excusez-moi, mais c'est une situation extrêmement inquiétante qu'un président de la République, en VRP du privé et en fait d'une certaine oligarchie de la tech, ne se pose aucunement ces questions-là. C'est extrêmement préoccupant pour notre démocratie. 109 milliards d'euros pour développer l'intelligence artificielle dans les prochaines années, c'est quoi? C'est une nécessité selon vous, utile ou trop tard, comme le disent certains? Vous savez, les Américains sont en avance. Les Chinois également, ils viennent de le prouver en ce début d'année. Et nous, il faut qu'on regarde notre avenir, nous la France et nous l'Europe. Il faut qu'on invente notre souveraineté européenne et nationale, notre indépendance européenne et notre indépendance nationale sur ces questions d'intelligence artificielle. Et il faut, vous avez raison sur un point, inventer notre propre vision d'intelligence artificielle, nos propres régulations, et il faut faire une intelligence artificielle éthique. Il y a des choses... Qu'est-ce que ça veut dire, une IA éthique? Ça veut dire que là où elle peut apporter quelque chose pour le progrès humain. Par exemple, elle peut apporter des choses pour faciliter la tâche
de salariés, comme la tâche de fonctionnaires ou d'agents publics dans des collectivités ou au niveau de l'État. Ils ne sont pas contents, je peux vous le dire, on ne leur demande pas leur avis. Moins de tâches ni aux rébarbatives, impôts, ni à la poste, ni à nulle part. Ni de tâches rébarbatives, mais plus des tâches qui peuvent les aider à améliorer le service, par exemple, public quand on est dans une collectivité locale. Donc vous n'y voyez pas une menace pour l'emploi, comme certains peuvent le dire aujourd'hui? Mais non, parce qu'au contraire, ça peut générer aussi, si c'est bien mené, si c'est bien régulé, si on a une stratégie éthique, ça peut développer aussi des emplois et mettre l'intelligence humaine au cœur des priorités du service public, comme au cœur de l'entreprise. Et l'intelligence artificielle doit être utilisée par rapport à nos propres stratégies de développement d'une entreprise ou nos propres stratégies en termes d'intérêt général quand il s'agit de l'État ou des collectivités territoriales. Je crois que c'est important parce que sinon les États-Unis et la Chine, ça va être un rouleau compresseur et ce rouleau compresseur va nous étouffer et nous ne défendrons pas notre modèle. Il faut défendre notre modèle. Frédéric Petit? Oui. Je suis un peu surpris de l'attaque un peu tous azimuts que j'ai pas très bien compris, à vrai dire, sur la personne du président de la République dans ce cadre-là. Mais je voudrais revenir sur plusieurs choses. D'abord, il y a un débat sur est-ce qu'on innove ou est-ce qu'on régule. Voilà. On est très souvent moqué. Il y a beaucoup de gens qui disent les Américains et les Chinois, ils cherchent, ils innovent, ils investissent, et les Européens font des règles. Ben moi, je pense qu'il faut faire les deux. Il y a quelque chose que je rappelle très souvent en réunion publique, comme moi je circule pas mal en réunion publique de terrain dans des pays où on a un regard aussi un peu moins franco-centré, je vais dire. Quelque chose que j'utilise, une image que j'utilise très souvent. Le permis de conduire, il a été inventé avant que Madame Benz invente la voiture. Parce que c'est Madame Benz qui a inventé la voiture et les plaquettes de frein. Le permis de conduire, il est créé 30 ans avant. Donc la régulation, ça n'a jamais empêché le développement technologique. Voilà. Entre l'invention de l'imprimerie et la loi sur la liberté de la presse, il y a 4 siècles. Voilà, donc ce sont des choses qu'il faut faire ensemble. Et c'est l'histoire de l'Union européenne. L'Union européenne a toujours régulé en même temps qu'elle a inventé. Donc il faut se battre avec ça, il faut le dire. Et je trouve que ce qui est dit aujourd'hui, c'est ça. Les droits voisins, c'est venu de la France. Les droits voisins, c'est le MoDem qui a porté ça bien avant qu'on arrive au Parlement en 2017. Je suis un peu surpris de vos remarques, parce que le Parlement européen, c'est pas la France contre les autres. Mais le Parlement européen, ce sont des partis. Donc qu'il y ait des représentants français dans les partis qui ont voté contre, certainement. Mais c'est bien les gens de la majorité dont je fais partie, c'est des gens du MoDem, je pourrais les nommer, qui ont porté l'idée des droits voisins et qui ont porté l'idée que quand on est sur une plateforme, on est considéré comme un éditeur. Ça doit être une adaptation de la loi sur la liberté de la presse, sur la liberté de la presse de 1881. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose que nous portons, que nous avons toujours porté en France et en Europe, et que nous devons continuer à porter. Sur l'avance chinoise et l'avance américaine, oui, les Chinois sont en avance parce qu'ils volent. Ils volent du verbe ils empruntent son pays, ils trichent, ils volent. Tout le monde commence à découvrir que Deep, je sais plus quoi là, DeepSeek quand ils font leurs calculs, ils considèrent qu'ils n'ont pas à prendre dans leurs calculs tout ce qu'ils ont volé comme progrès ailleurs. Et les Américains, évidemment, développent, mais développent hors régulation. Donc, ils développent parce que en ce moment, nous avons affaire à une entité politique qui ne fait plus de politique, qui fait du spectacle, qui veut se maintenir sur scène et qui veut être dans la jungle. Vous évoquez l'enjeu de la régulation, de la réglementation. Je vous donne la parole, Yannick, mais d'abord, cet élément, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, va dévoiler un plan demain, et on sait déjà que l'une des grandes lignes de ce plan, ce sera de simplifier la réglementation de l'intelligence artificielle en Europe. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que dans simplification, il y a tout le côté positif que tout le monde appelle de ses voeux en France et un peu partout en Europe pour alléger les démarches, pour créer des entreprises, etc., etc. Ou alors, comme vous le disiez, Madame, si c'est courir après les Américains et après le modèle culturel et politique que transitent, que véhiculent les modèles d'intelligence artificielle à la Elon Musk et à Trump, là, ça risque d'être extrêmement compliqué. Donc j'attends de voir. En revanche, pour vous répondre, je comprends tout à fait qu'on ait des inquiétudes en termes économiques, sociaux, vous avez tout à fait raison. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, pardonnez-moi, mais je vais essayer d'aller très vite, Monsieur Macron, oui, il ne fait pas tout faux quand même. On a beau ne pas l'aimer, avoir une cote de popularité très basse, il n'a pas tout faux. Ça a été un des seuls en Europe, voire un des premiers, à lancer des plans pour l'intelligence artificielle dès qu'il est arrivé au pouvoir. Ça a été en 2018 le plan Villani, vous savez, notre prix Nobel de mathématiques, enfin l'équivalent de notre prix Nobel de mathématiques. En 2020,
Il a lancé les clusters, les fameux centres autour desquels s'organisent les universités, les centres de formation technique, les entreprises publiques également, et c'est là où on se différencie beaucoup, quoique même aux États-Unis, les grands groupes aient bénéficié de l'argent public et ce soit pas seulement de l'argent privé, mais en France aussi, l'argent public y joue un grand rôle. Et la dernière étape que la France ait lancée aujourd'hui, c'est les fameux data centers qui nous permettraient d'avoir une certaine souveraineté nationale, à condition d'avoir des groupes français derrière, dont Mistral. Dernier point, très rapidement, on ne se dirige pas, en tout cas dans les paroles, et ce que veut Emmanuel Macron et l'Europe en général, sur réserve de ce que va dire Mme van der Leyen, ne se dirige pas du tout vers le modèle oligarchique et privé de l'intelligence artificielle à l'américaine. Nous, on a choisi l'open data, qui était exactement à l'opposé du modèle américain, qui est un modèle, je ne vais pas rentrer dans les détails, extrêmement démocratique et transparent. Après ça, il faut le faire vivre, etc., mais qui est justement, qui se raccroche à une vision de la société, de l'esprit des Lumières, pardon d'employer des grands mots, mais c'est comme ça que les deux blocs se situent, avec une oligarchie qui se crée du côté américain, avec une dérégulation libertarienne, alors qu'en France, on a choisi l'open data, qui au contraire va à l'encontre de ce système-là. Maintenant, il faut transformer les essais et les paroles en actes. Pour résumer, Emmanuel Macron, il nous dit aujourd'hui, il faut y aller à fond. Vous n'êtes pas d'accord? Mais en fait, il dit il faut y aller à fond. Hein, il dégage ses 109 milliards, mais c'est pas du tout au service d'une souveraineté nationale où on contrôle vraiment nos outils. On n'est pas dépendant d'entreprises étrangères. C'est ça le problème, premièrement. Deuxièmement, je vous le redis pour répondre. Il y a une enquête de Investigate Europe qui a révélé, document à l'appui, que la France a pesé de tout son poids pour édulcorer l'intelligence artificielle Act, allant jusqu'à défendre l'utilisation de l'IA dans tous les aspects du maintien de l'ordre, notamment la reconnaissance faciale, et donc exclure toutes les questions de sécurité. Enfin, ça a été document à l'appui, ces problèmes-là. La France d'Emmanuel Macron a essayé donc de peser, de la même manière que moi j'ai pu démontrer dans la commission d'enquête parlementaire sur les Uber Files, que la France avait tout fait également pour détricoter la directive sur la présomption de salariat. Donc, toujours surpris, Emmanuel Macron, laissez-moi finir, défend les entreprises privées, voilà, donc il est VRP des entreprises privées, voilà. Il a un côté très libertarien parce que, je suis désolée, mais ce qu'il défend, c'est absolument pas une réflexion pour que dans les collectifs de travail, on voit comment on utilise cet outil, comment on doit s'arrêter là, pardon. On protège les droits des salariés, et au contraire, on est là dans une... je veux dire, prenez y compris sur la question culturelle, les comédiens doubleurs n'ont toujours pas de réponse. Enfin, voilà, toutes ces questions ne sont pas du tout abordées par le système régulé et éthique ne se fera pas sans les entreprises privées. Donc il faut innover, comme le disait notre collègue tout à l'heure, et en même temps réguler, mais ça marche ensemble. Innover